bonsoir. Merci à tout le monde d'être présent et d'assister à cette présentation d'un de nos projets de recherche. Donc, je suis Denis Deric, je suis prof ici, je suis enseignant à la faculté d'architecture et je suis responsable du labo Alice qui a servi d'ancrage académique à ce projet qui a démarré maintenant il y a 5 ans. Puis je suis arrivé ici avec Jean Trottet qui est un ancien étudiant du labo, qui est architecte maintenant et qui a occupé un poste de chercheur pendant la phase finale du projet. Et il est l'auteur d'une grosse partie de la production qui va être présentée ce soir. Donc, Jean et moi allons expliquer les aspects concrets de cette recherche, avec quelques éclairages en ce qui concerne la méthodologie. Donc, un tout petit mot, le labo Alice a été créé il y a 25 ans et se penche depuis 25 ans sur l'analyse et la représentation de l'architecture. Et on s'intéresse notamment à des objets patrimoniaux altérés ou disparus, qui peuvent être étudiés par la modélisation et l'image de synthèse. Et le laboratoire fait partie d'une plateforme qui s'appelle Panorama, plateforme de recherche de l'ULB, qui regroupe des ingénieurs de Polytech, de l'ISA, des archéologues de philosophie et sciences sociales, de CREA, et des architectes. Et donc cette plateforme s'intéresse, essaie de regrouper toute une série de compétences pour l'étude du patrimoine avec les outils numériques. Alors c'est inutile de refaire l'historique de la Maison du Peuple, parce que je crois que Benjamin Zurstrassen a déjà brillamment développé le sujet. Maintenant on sait tous comment ça a commencé et on sait tous comment ça a fini, à savoir très mal. La maison a été détruite, mais à quelque chose malheureux bon, parce que pour nous ça crée un prétexte pour un très très beau projet de recherche. D'abord l'objet est beau et passionnant, et puis ça nous donne un cas d'étude vraiment bien ancré dans le terroir, donc bien bruxellois, avec un fonds d'archives très riche et des éléments architectoniques subsistants. Donc, on a vu qu'il y a des éléments qui sont arrivés jusqu'à nous. Et donc ça fait beaucoup d'énigmes à résoudre. Et donc finalement on est dans une belle situation de départ par rapport aux enjeux de recherche. Donc c'est une intervention en 3 actes. Le premier, donc genèse du projet, formulation de la problématique, c'est pourquoi est-ce qu'on a entamé cette recherche et pour répondre à quelles questions. Et puis le deuxième, méthodologie de recherche, c'est littéralement comment on fait, sur base de quelques situations types, avec quelques petites considérations épistémologiques, voilà, parce qu'on travaille aussi un peu sur la théorie, mais léger. Et puis le troisième, c'est production résultante et développement potentiel, c'est qu'est-ce qu'on va faire des connaissances produites, et comment est-ce qu'on envisage la suite. Au courant de l'année 2015, Madame Aubry et Benjamin Zurstrassen et moi-même sommes réunis pour réfléchir ensemble à la façon d'étudier la Maison du Peuple. Mais je me suis rendu compte finalement qu'il n'y avait pas une Maison du Peuple, il y en avait plusieurs, étant donné toutes les transformations que le projet avait subies, pas pour le mieux, pendant ces 65 années d'existence, et que ça a été un bâtiment fonctionnel qui a été transformé pour répondre aux différents usages de l'époque, sans tenir compte de sa valeur culturelle. Et donc, finalement, le but de la recherche, la question de recherche, ce sera donc de retrouver le bâtiment dans son état original, évidemment. L'état de 1899, en fin de chantier, inaltéré, et tel que dessiné par Horta. Donc, on cherche vraiment à retrouver le projet d'Horta. Alors, moi, je n'étais pas un grand connaisseur d'Horta, parce que je viens de la Cambre. Et que moi, on était dit que c'est l'évangile selon le Corbusier. Donc voilà, mes connaissances n'étaient pas très solides, et encore moins sur la Maison du Peuple, le projet que je situais, je savais qu'elle avait été détruite. Mais je me suis rapidement rendu compte de l'extrême complexité du bâtiment, de sa parcelle et de son plan. Voilà, on voit le plan qui est, on voit que ça va dans tous les sens, c'est des formes très très complexes, avec des obliques, c'est dû aussi à la parcelle. Et aussi, c'est quelque chose de caractéristique de l'Art Nouveau, mais c'est un enchevêtrement continu d'ornementation et d'éléments tectoniques qui sont caractéristiques de Horta, mais donc c'est une forme de longues partitions extrêmement complexes, et donc ça ajoute une couche de complexité à un plan qui est déjà complexe. Et puis le troisième élément, c'est que c'est un très grand bâtiment pour l'Art Nouveau. Donc, on voit la plupart des bâtiments Art Nouveau, c'est plutôt de l'échelle domestique, en général c'est plutôt de l'ordre de la maison, et donc on a beaucoup de complexité dans un très très grand volume. Donc c'est ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Et puis il y a Benjamin qui m'a présenté le fonds d'archives numérisées qui venait de compiler, et donc cette possibilité d'accéder à des fragments restants
Et donc on était face à un projet très complexe et à un fonds d'archives foisonnant. Sans parler de toutes les monographies sur le bâtiment ou sur Horta. Donc on a vraiment finalement beaucoup de documentation par rapport à certaines autres situations du labo. Donc un doctorant qui travaille sur Pachacamac, ben là il y a des muraux comme ça. Évidemment pas la moindre documentation. Donc voilà, finalement on n'est pas dans une si mauvaise situation. Et par contre je me suis dit que travailler sur quelque chose d'aussi complexe, une recherche unique, parce qu'il y avait cette idée de travailler avec des étudiants, serait impossible. Ou alors, en restant superficiel, il n'y avait aucun intérêt, parce qu'on cherchait à gagner de nouvelles choses. Alors ce qu'on a décidé de faire, c'était de découper la grande question en plein de petites questions, et de proposer à des étudiants d'étudier sur base des sources disponibles des choses très très précises pour leurs travaux de fin d'études. C'est comme ça qu'on a commencé par simplement essayer de comprendre la structure avec une étudiante ingénieure-architecte de la ULB-VUB, et donc qui a calculé, qui a essayé juste de calculer comment est-ce que cette structure pouvait être conçue et comment est-ce qu'elle pouvait tenir, avec les professeurs Ian Waters et Michel Provost. Puis le deuxième travail, c'était un architecte, un étudiant en architecture, aussi pour son travail de fin d'études, qui a repris ce travail et qui a essayé de lui donner de la matérialité, donc de représenter les éléments tectoniques, maçonnerie, métal, pour finalement faire des axonométries, des dessins qui, sur base des archives, donnent vie à ces photos. Puis, voilà, la suite des questions, c'est ensuite Marine Serrette, je crois qu'elle est ici ce soir, qui s'est intéressée à la géométrie de la salle des fêtes. À la base, elle voulait s'intéresser à la géométrie et aux matériaux. C'est énorme, c'était beaucoup trop, donc on a limité la question à la géométrie. Jérémy Moreau, qui lui s'est intéressé à la salle Matteotti, qui est un espace de plus petite envergure, qui a donc pu traiter la question des matériaux et de la géométrie, donc d'avoir une hypothèse de restitution assez complète. Et Jean Trottet, ici à côté de moi, pour l'étude de la salle de café. Et puis plus récemment, Alice Leclerc, qui a repris le travail sur la salle des fêtes, qui s'est intéressée à la question des matériaux. Boris Doualat-Zotier, qui a travaillé sur l'escalier d'honneur, et Robin Dufayard pour le vestibule. Donc on avait déjà pas mal de pièces. Et ensuite, on commence le projet, on s'est dit, on a beaucoup de matériel, on va essayer de mettre ensemble. Là, on commence la recherche financée. Donc on cherche à mettre en commun ces recherches. Et donc on a tous des espaces assez remarquables, on n'a pas de contenant. Il manque la façade. Donc, sur base du fond Bailly la Tour, Jean a pu commencer à essayer de faire une hypothèse de la façade, de la terrasse aussi. Donc voilà, on a le contenant. Et puis, quand on commence à voir tout le bâtiment, il manque le site. Donc on s'est intéressé au site, Jean, avec un autre doctorant du labo, enfin, Jean n'est pas doctorant, avec un doctorant du labo qui est pilote de drone et qui est spécialiste de photogrammétrie. On a procédé au relevé photogrammétrique du site pour pouvoir replacer la maison du peuple sur son site, c'est ce qu'on va développer. Donc voilà un peu toutes les pièces du puzzle qui ont été assemblées dans le projet. Donc moi j'en ai une douzaine, là, 11. À quoi s'ajoute à un moment, ces travaux soulevaient suffisamment de questions pour qu'il y ait besoin d'experts externes, donc c'est là qu'intervient le rapport de Claire Fontaine, plus un encadrement de spécialistes, tant sur les questions d'Ortac, sur les questions méthodologiques, que sur les questions de structure, donc Françoise Aubry, Benjamin Zurstrassen, Michel Provost, Waters et moi-même. Et donc finalement, ce que je veux dire, c'est que c'est 5 ans de recherche, et c'est un projet concert. Donc c'est une quinzaine de personnes juste sur les questions de recherche. À mon avis, on arrive à 20 personnes si on considère aussi les questions de production et les questions techniques. Donc c'est vraiment le résultat d'un travail d'équipe. Alors concrètement, le but de ces études, c'était de produire des études monographiques basées sur la 3D, qui apportent de nouvelles connaissances sur l'œuvre d'Horta, et donc de rendre disponibles les modèles 3D et les rapports de recherche dans la documentation du musée Horta. Et puis ensuite, plus récemment, c'est de proposer au public de pouvoir consulter le résultat de ces recherches à travers des dispositifs interactifs comme ceux du centre didactique du musée Horta. Alors ces deux très mauvaises photos datent de ce matin, où on a déployé un premier prototype de la visite virtuelle sur les tablettes.
Et ça fonctionne. Je pense qu'à partir de demain, ce prototype sera accessible et sera accessible dans sa version finalisée dans un gros mois probablement. Voilà un peu la genèse du projet. Alors ensuite, pour les questions de méthodologie, il faut peut-être expliquer ce qu'est une hypothèse de restitution en 3D. Alors voilà un modèle 3D qui peut sembler représenter la maison du peuple. Est-ce que c'est une hypothèse de restitution? Non. À lui seul, non. Voilà une image. Oups. Voilà une image de synthèse, une image 3D issue de notre hypothèse de restitution, avec un certain niveau de réalisme. Est-ce qu'à elle seule, elle constitue une hypothèse de restitution? Non, c'est juste une image. En fait, on parle d'hypothèse de restitution que lorsque l'hypothèse est clairement formulée. À savoir que le raisonnement pour arriver à cette hypothèse est renseigné et que les sources d'archives sont identifiables. Donc, je vais essayer de définir ce que j'entends par une hypothèse de restitution en 3D. Ça consiste à regrouper et à faire la synthèse de connaissances contenues dans des sources archivistiques, dans des archives hétérogènes, donc des plans, des photos, des textes, des films, parfois des extraits audio, des articles de presse, des informations hétérogènes. Eh bien, on cherche à extraire les informations pertinentes et à les réencoder dans un média homogène, à savoir le modèle 3D, texturé. Parce que la question de la couleur intervient aussi. Pour représenter quoi? La géométrie, les matériaux et les couleurs d'un bâtiment donné à une époque donnée. Et tout en documentant le processus et en renseignant les sources sur lesquelles se base l'hypothèse. Donc finalement, l'hypothèse sans ces sources et sans son raisonnement, c'est pas valable parce que c'est pas opposable. Donc le raisonnement n'est pas fixé. Donc ce qu'on voit ici, c'est finalement une capture d'écran de toute la base d'un extrait de la base de données et aussi de fragments disponibles. Et donc, on analyse ces sources en essayant de les dater. Quelles sont les informations pertinentes qui correspondent à l'état de 1899. Et puis, dans la maquette 3D ici, finalement, on confronte toutes les informations qu'on extrait des sources et on les rassemble de façon à élaborer peu à peu l'hypothèse. Et en permanence, on note, on documente le processus pour qu'on sache d'où vient l'hypothèse. Alors, c'est absolument pas un processus linéaire, donc si j'entre un petit peu plus dans les détails de ce processus, et puis Jean vous montre concrètement comment ça fonctionne. Donc, au départ, on a des sources, des archives, et ensuite, on procède à l'analyse critique des sources, datation, extraction des infos pertinentes, pour créer un premier modèle 3D qui contient l'hypothèse globale, mais aussi des informations manquantes. Donc, il y a plein de trucs. Plein de trucs qu'on ne sait pas, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Ensuite, pour combler les trous, on affine et on extrapole. Donc on va chercher ailleurs dans l'œuvre de l'architecte, où on consulte d'autres documents d'archives, et donc on procède à une sorte d'invention raisonnée, de façon à faire évoluer l'hypothèse. Évidemment, tout ça, on le documente, on le renseigne. Par exemple, donc Claire vient de vous parler de la grande question de la couleur des ferronneries. Donc, tout le monde était persuadé que c'était rouge. On s'est rendu compte finalement que c'était l'anti-rouge. Les ferronneries, elles étaient probablement plus gris-bleu. Mais malgré tout, ça reste une hypothèse. Là, à gauche, on a une image des ferronneries telles qu'elles ont été intégrées au café Horta. Eh bien, on a pu relever ces ferronneries par photogrammétrie. On crée une empreinte numérique 3D qui est vraiment le reflet fidèle de la géométrie qu'on relève. Mais là, on peut parler en termes de géométrie d'une hypothèse quand même très très fiable. On se base sur l'élément. Par contre, elles ont été sablées, donc on ne sait rien par rapport à la couleur. La couleur, c'est le raisonnement de Clairefontaine, mais qui reste hypothétique. Donc, selon la géométrie sur les couleurs, on n'a pas le même niveau d'information, mais on le renseigne quand même pour continuer à faire avancer l'hypothèse. Et ensuite, donc, c'est un processus itératif dans lequel on raisonne sur la base du modèle 3D, et puis souvent viennent s'ajouter de nouvelles sources. Finalement, le rapport de Claire, pour nous, c'est une nouvelle source qui fait évoluer l'hypothèse. Et puis, on
prend quelque part aussi en compte tout ce qu'on ne connaît pas. Hein. C'est une boucle itérative qui est pour l'instant arrêtée, mais qui ne demande qu'à redémarrer parce qu'on est loin d'avoir fait le tour de la question. Alors, une fois qu'on a épuisé les informations dans les sources disponibles, on peut stopper le processus d'élaboration d'hypothèses et renseigner sur ces divers degrés de certitude. Donc, pour certains éléments, on a plein de sources qui convergent, hein, qui proposent des descriptions convergentes, ce qui donne un degré de certitude élevé. Et à l'inverse, dès qu'on a une phrase dans un article de presse qui renseigne une couleur, on ne peut pas dire que ce soit un très haut niveau de certitude. Et ensuite, on produit des documents graphiques, souvent des axonométries, qui proposent la synthèse de l'hypothèse. Évidemment, on documente le processus, tout à fait fondamental. Et puis, à ce stade, on peut considérer qu'on a une hypothèse qui est clairement formulée, qui est parfaitement traçable, et qui est donc porteuse de connaissances, même si ces connaissances sont parfois incertaines, à charge de la prochaine recherche de les préciser. C'est seulement après qu'on peut extraire de ces hypothèses des documents de communication publique, comme un film en 3D ou bien une visite virtuelle interactive. Maintenant, je laisserai la parole à Jean, qui va développer ça plus concrètement sur base d'images. Ça va, on entend là? Alors. Ok. Alors je vais vous présenter brièvement, hein, rassurez-vous, l'introduction à la méthodologie de recherche qui a été appliquée dans ce projet-là, en me basant sur le cas d'étude de la salle de café qui a été du coup le sujet de mon travail de fin d'études. Et ici, vous expliquer du coup comment on peut arriver à partir d'un fonds d'archives à émettre une hypothèse de restitution. Alors, il faut d'abord se rendre compte que le fonds d'archives mis à disposition par le musée d'État est tout d'abord de nature de qualité variable selon les éléments. Alors, c'est pourquoi il va être primordial de confronter les différentes sources afin de déceler les différentes modifications qui ont été apportées à la salle au fil du temps. Si on regarde par exemple cet échantillon de photos d'époque, on va pouvoir remarquer qu'il y a des éléments qui vont disparaître comme les lampadaires, d'autres qui vont apparaître au contraire comme des portes qui vont se rajouter. Et en les confrontant avec les plans, on va être capable de situer chaque photo dans un intervalle de temps. Donc ainsi, vraiment suggérer l'état original du bâtiment passe par la nécessité de pouvoir situer dans le temps l'ensemble des photos qui sont mises à notre disposition. Alors parce qu'évidemment, il n'y a aucune photo qui comporte de date. Et il y a certains clichés quand même qui nous renseignent sur la période de manière beaucoup plus évidente. Et ici, si on zoome sur une affiche qui annonce une fête d'été, et ben on peut simplement lire le 6 août 1899. Ça ne prouve en rien que la photo a été prise ce jour-là, mais ça nous laisse quand même une certaine preuve que ce cliché date très bien de la même année que la construction. C'est pas seulement les photos d'époque qui nous intéressent pour émettre une hypothèse, il y a aussi les photos de la destruction du bâtiment qui ont été prises par Jean Delay, qui sont une source d'information énorme. Et paradoxalement et ironiquement aussi, les photos dramatiques de la destruction fournissent des éléments précieux, notamment sur la structure, comme on a pu le voir avant, qu'on n'aurait jamais pu savoir autrement. Vous pouvez voir les détails que Benjamin avait développés de la double structure de la salle de café. Alors, on a parlé de sources hétérogènes en ce qui concernait les photographies, mais il en est de même avec les plans. On a plusieurs versions du projet allant du premier plan qui était pour le permis de construire, qui est un des seuls plans de Horta qu'on ait de la salle de café, jusqu'à des divers relevés, des projets d'extension de la salle de café, même des projets qui n'ont pas été réalisés, où il y avait une volonté de mettre des bureaux dans la salle de café.
Donc tout ça, ça nous donne vraiment des informations qui se retrouvent au final être contradictoires, et surtout au niveau des dimensions. Donc, il est vraiment nécessaire de condenser l'ensemble de ces informations, de les confronter et de réussir à extraire des données qui soient plus probables. Une autre source précieuse, c'est les éléments qui ont survécu, on a pu le voir. Donc ici, une des colonnes en fonte, qui a été sauvegardée et intégrée au musée Horta, ou bien ici, les ferronneries qui sont intégrées dans le Grand Café Horta, une partie des ferronneries en tout cas. Et ces éléments-là sont une véritable chance et ils vont nous permettre de procéder au relevé photogrammétrique comme Denis avait parlé, et nous permettra d'extraire une géométrie tridimensionnelle bien plus précise. Peut-être une brève introduction à la photogrammétrie, très courte, avant d'aller plus loin. Si il y a un point d'une image qui peut le point P, qui peut se trouver n'importe où dans l'espace, mais il sera toujours le long d'une demi-droite qui démarre du point d'observation et se projettera à l'infini. On sait que ce point sera sur cette droite, mais pas exactement où. Pour cela, on a besoin donc d'une deuxième image, donc évidemment du même objet, mais d'un point de vue différent. Et de la même manière, on va pouvoir extraire du coup la coordonnée spatiale de ce point par intersection de ces deux demi-droites. Là, j'obtiens un point. Si on le fait avec plus de photos, on se projette avec plus de points. On va alors être capable de reconstituer l'objet dans sa globalité sous la forme d'un nuage de points. De ces nuages de points, on va les lier ensemble de manière à avoir un volume tridimensionnel sur lequel on pourra venir projeter donc, les informations de couleurs qui sont issues des photos, et afin d'avoir directement un modèle 3D texturé. C'est ce qui a été réalisé pour les ferronneries de la salle de café. Vous pouvez voir ici. Donc, en superposition, la photo du Grand Café à Anvers, avec la restitution du coup le relevé, l'empreinte numérique des ferronneries, qui seront par la suite réintégrées au sein même du modèle 3D de la salle de café. Alors, des objets numérisés, on en a d'autres aussi, comme par exemple ici le chapiteau d'une colonne du vestibule cette fois-ci, pas dans la salle de café, où à gauche, vous pouvez voir une sélection des photographies qui ont servi à se relever, et au centre, donc, le nuage de points du chapiteau. Et donc, en le confrontant ce résultat avec les photos de ce chapiteau, on a remarqué qu'il était amputé d'une partie de ces courbes, qui seront donc rajoutées manuellement, donc la partie blanche. Et ici, comme l'a dit Claire, les informations de texture ne nous intéressent pas parce que ça a été repeint et ce n'est pas les couleurs d'origine. Donc on va la supprimer et intégrer la nouvelle hypothèse de couleur qui était retenue par Clairefontaine, qui à son suite retrouvera sa place aussi au sein du modèle 3D. Alors, il n'y a pas seulement les objets de la Maison du Peuple qui ont reçu un relevé photogrammétrique, mais également le contexte urbain. Alors, juste une petite précision, le scénario de restitution part de l'hypothèse assez réjouissante, il faut dire, que la Maison du Peuple ne fut jamais détruite, ce qui nous a permis de procéder à un relevé photogrammétrique terrestre et aérien de l'environnement urbain actuel. Et enfin, de replacer notre modèle 3D dans ce relevé. Ce qui nous a évité évidemment de remodéliser le tout Bruxelles tel que c'était en 1899, ce qui aurait, reconnaissons-le, considérablement changé le budget du projet. Donc ce que vous voyez, c'est pas une photo, mais bien un relevé photogrammétrique, avec un nuage de points. Vous pouvez voir les différents points de vue qui ont été réalisés. Évidemment, vous voyez, il y en a qui sont en hauteur,
Donc, ça a été réalisé par drone. Je vous présente Alexandre Van Dongen, notre pilote attitré du laboratoire et spécialiste de la photogrammétrie. Ce qu'il faut savoir, ce que j'étais surpris, c'est que pour faire un relevé par drone, il ne faut pas juste se ramener avec son drone et commencer à faire décoller. Il faut une autorisation des autorités. Il faut une immatriculation, comme les avions, le drone doit être immatriculé. Il faut une piste de décollage et d'atterrissage qui soit bien visible. Et il faut surtout aussi une autorisation de la tour de contrôle. Oui. Et puis surtout, il faut un gilet jaune. Vous pouvez voir le drone en action. Alors, comment Alexandre s'y est pris? Il a donc, vous pouvez le voir à gauche, sur sa tablette, il va définir la zone de relevé. Ça va être pour les modes automatiques. Donc, il sélectionne la zone et ces données-là, les coordonnées vont être transmises directement au drone qui possède un GPS. Et là, le drone, il part, il fait son travail tout seul, il passe derrière les îlots, on ne voit plus. C'est pas grave, il faut faire confiance à la technologie. Et là, vous pouvez voir, par exemple, sur l'image du bas, les lignes horizontales sont extraites du relevé automatique. Donc là, c'est le drone qui vole tout seul. Ça va être valable pour les prises de vue vraiment en hauteur, tant qu'il n'y a pas de risque de rentrer dans les bâtiments, évidemment. Et lorsqu'il s'agit de relever plus près, là, c'est Alexandre qui va reprendre en main et fait parler ses talents de pilotage. Et va relever du coup les façades, mais vraiment au plus près, de manière à avoir une photo la plus frontale possible des façades. Et donc c'est cet ensemble-là qui va donner cette image-là. Et ce qui nous permet de faire ça, voilà, de remplacer la tour Blaton par la maison du peuple. L'Horta est rangée, c'est bon. Donc on va juste revenir à l'intérieur de la maison du peuple. Donc on sait qu'on a beaucoup de sources pour ce qui concerne la restitution géométrique des différents objets. Donc ici on peut avoir les photos d'époque, les photos de la destruction, des plans, et pour les objets qui ont la chance de subsister, une empreinte numérique. Et en ce qui concerne les couleurs, on a les photos en noir et blanc. C'est pour ça que la modélisation d'une restitution se base sur un ensemble de sources hétérogènes et qu'il s'agit de faire cohabiter et représenter au sein d'un média homogène en distinguant du coup l'aspect géométrique et l'apparence visuelle. Donc, si on regarde ici, c'est la carte de fiabilité de la salle du café, la façade nord. Si on s'attarde par exemple sur un des éléments de la maçonnerie extérieure, on va pouvoir voir les différentes sources qui sont utilisées. L'indice de certitude de l'aspect géométrique, qui est ici pour la maçonnerie extérieure par exemple de 0,57. Et en ce qui concerne les couleurs, on n'a pas grand chose. Alors la carte de fiabilité c'est bien, mais l'objectif est ici de transposer les degrés de certitude pour chaque élément et pour chaque sphère de renseignement au sein même du modèle 3D. Donc ici on a le degré de fiabilité global de l'aspect géométrique. On peut observer un indice qui est plutôt fort, on tire sur le jaune, même le vert pour les éléments qui ont été numérisés. Et en ce qui concerne le degré de fiabilité de l'aspect colorimétrique, clairement, c'est rien. Et ainsi, l'ensemble des choix de couleurs ici ne repose ici sur aucune preuve concrète, ne sera donc que fortement hypothétique. Ça, c'était la première recherche, le résultat de mon TFE à l'époque, l'année dernière, où on a un certain nombre de connaissances qui a été transcrit dans un rapport de recherche et complété de manière plus visuelle aussi dans un portfolio. Et ça, c'était le niveau de connaissance de la salle de café jusqu'à présent.
Et puis les Clairefontaine, voilà, donc avec l'arrivée d'un nouvel état de connaissance, on apprend justement que les ferronneries étaient en réalité peintes d'un glacis rouge qui se dégradait vers une couleur crème. Donc il faut reste plus qu'à insérer les nouvelles connaissances au sein du modèle 3D. Puis ici on peut voir donc, les différentes ferronneries qui partent du rouge à la base et qui se dégradent vers le blanc. Tout ça pour dire que un modèle de restitution il est jamais figé et que dès qu'il y a des nouvelles sources, il va évoluer dans tous les cas, dès que de nouvelles sources vont apparaître. Et Denis, pas bien. Merci. Je n'ai pas encore conclu l'exposé. Donc cette notion de degré de certitude est pour nous très très importante. Donc quand on regarde l'image de gauche, en fait il faut se rendre compte qu'il faut toujours la regarder à travers toute une série de prismes de ces quarts de certitude parce qu'on est vraiment dans l'hypothétique. Alors voilà quelques images de synthèse extraites du film qu'on s'apprête à vous projeter, qui tendent selon moi vers une certaine forme de réalisme. Alors ce qui est très important de se rappeler, c'est que comme il s'agit d'hypothèses de restitution, et particulièrement face à ces images qui sont assez convaincantes, je l'espère, mais il faut se rappeler que c'est des hypothèses. Donc quand on vous montre ces images, on ne vous dit pas voilà comment c'était, on dit voilà ce qu'on sait, ou même ce qu'on pense savoir à ce jour. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de dieux aguerris d'architectes dans la salle qui vont trouver des incohérences. C'est normal, il y a plein de détails qui ne sont pas encore résolus. Il nous manque les éléments pour aller plus loin. Donc les vues de synthèse axonométrique sont moins ambiguës à ce sujet parce qu'elles n'adoptent pas le point de vue subjectif, l'espèce d'osmose avec le regard de l'image perspective. Et donc couplé au rapport de recherche, finalement c'est ça le vecteur de connaissance objective. L'image de synthèse réaliste utilisée dans un contexte comme cette hypothèse de restitution est d'ailleurs assez ambiguë parce qu'elle tend à créer un substitut de réalité dans une situation qui est très hypothétique, ce qui est contradictoire. On pourrait croire que c'est une photo, donc s'il y a photo, il y a réel préalable. Or, ben ici, il n'y a pas de réel. C'est de la pure image de synthèse. Et donc c'est pour cette raison que dans les images du film, sur la Maison du Peuple, ben, on cherche à assumer, voire à appuyer ce caractère fictionnel. C'est pour se détacher de la réalité et assumer pleinement ce que ces images racontent, à savoir une fiction basée sur des faits réels. Donc la production résultante, ben, ce qu'on envisage, c'est l'écriture finalement de nouvelles connaissances monographiques basées intrinsèquement sur l'étude et la présentation de l'espace, dans une faculté d'architecture. Et donc c'est l'écriture de cette connaissance, principalement par le dessin, par la présentation. Donc, ici on voit une axonométrie éclatée de l'étude sur la structure. C'est une des premières études qui avait été faites. Et donc voilà, on voit la façade, les planchers qui se dégagent, le système de poutres, et puis la salle des fêtes qui vient couvrir le tout. Il faut voir aussi un autre type d'image qu'on peut extraire de ce genre de travail. C'est la superposition des deux systèmes structurels que Benjamin avait évoqués. Donc la salle des fêtes qui repose sur la salle de café, avec l'énorme poutre qu'on voit ici en gris-souris, avec la structure en tri qui est emprisonnée dans la maçonnerie. Voilà, on parvient avec le modèle 3D finalement à décomposer et à produire facilement des images analytiques de ce type. J'en ai d'autres aussi où on a essayé vraiment de mettre en évidence l'espèce de double discours entre la structure effective et la structure rhétorique de la très belle descente de charge à niveau, qui n'en est finalement pas une, en tout cas dans pas mal de cas. Voilà d'autres vues extraites de ces travaux de modélisation 3D. Alors on n'a pas encore réellement exploité le matériel qui a été produit. Moi je rêve de produire une coupe comme celle-là, mais en tout le bâtiment, en texturé, à une résolution, enfin, de l'imprimer à 3D.
3 mètres de large, des choses comme ça, parce que je pense qu'on a une richesse d'informations qu'on commence tout juste à commencer à exploiter. Alors, ensuite viennent dans les possibilités d'exploitation les documents destinés au public, comme le film, qui va bientôt être projeté, ou bien la visite virtuelle en panorama 360, que je peux peut-être essayer de vous en donner un aperçu, si j'ai de la chance avec la technique. Voilà, donc le principe, c'est que on a des vues panoramiques qui permettront de visiter la maison du peuple, dans laquelle les espaces ont été représentés, d'avoir accès à des points d'information qui ne sont pas adaptés à la résolution de cet écran. Donc je ne sais plus sortir. C'est pas grave. Donc voilà, en gros, on peut se déplacer de panorama en panorama. De cette façon, on pourra prendre connaissance du projet. Je vais passer à ma présentation. Donc, si je fais la... Oups. Voilà, c'est celui-là. Donc, si on fait le compte de ce qui a été fait jusque maintenant, ben, on a étudié la façade, on a étudié la terrasse, on a étudié le site, la salle de café, le vestibule, l'escalier d'honneur, la salle Matteotti et la salle des fêtes. Et bien, il reste beaucoup de vide. Donc en fait, on a fait très peu finalement. Alors on a commencé par les espaces remarquables qui étaient les mieux documentés, mais je veux dire, il y a encore beaucoup de choses à étudier. Et dans ce qu'on a étudié, on est loin d'avoir épuisé la question. Il y a finalement, comme les éclairs Fontaine, il y a toute une série de choses qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aller voir, donc il y a encore même beaucoup de travail sur ce qui a déjà été fait. Donc, comme souvent dans un projet de recherche, ben, on trouve quelques réponses, mais on soulève surtout des nouvelles questions. Donc, et quand bien même on fournit des réponses, elles restent ouvertes au débat. Notamment cette fameuse question de la couleur, hein, vu qu'il n'y a plus personne de vivant qui a vu le bâtiment dans son état initial, et que toutes les photos qu'on a sont en noir et blanc, donc la question de la couleur reste très ouverte. Donc, sur ces questions ouvertes, nous, ce qu'on présente ici, finalement, ce qu'on a figé, c'est un état de connaissance. On a jugé qu'il était montrable, mais c'est une histoire qui me fait commencer. Je vous remercie pour votre attention.